Bonjour à tous. Alors on va plonger dans la biologie et dans l'infiniment petit. Est-ce que vous saviez que l'on pouvait et que l'on peut, et j'espère qu'on pourra pour bien encore pendant longtemps, faire pousser des robots? Alors là, il y en a sans doute parmi vous qui sont en train de se dire celui-là, il a sûrement pas fait pousser que des robots. Mais si. Mais si, des robots biologiques. Quand on regarde ce que c'est qu'un robot c'est un ensemble de pièces mécaniques qu'on met bout à bout, qu'on associe, le hardware, auquel on rajoute du software, des lignes de code, des circuits électroniques qui lui permettent de fonctionner, de devenir intelligent, autonome, un automate. Si on regarde le vivant de très près, à l'échelle de la cellule, on peut faire une analogie entre un automate mécanique et un automate biologique, une petite cellule. En effet, quand on regarde dans une cellule, la cellule est composée aussi de différentes pièces qui ont différentes fonctions. On appelle ça le wetware, et non plus c'est le hardware du vivant. Et cette cellule, pour la faire fonctionner, la rendre intelligente, eh bien, il y a des lignes de code qui ne sont pas du code informatique, mais du code biologique, qui est composé d'ADN, c'est le software du vivant. Aujourd'hui, on vit une période fantastique où, grâce au progrès technologique de ces 15-20 dernières années, on est à l'aube de pouvoir non plus seulement déchiffrer, décrypter ce code du vivant, l'ADN, mais aussi le modifier, le reprogrammer. Alors, la première étape qu'il a fallu franchir pour le déchiffrer, c'est de pouvoir le lire. Lire ces séquences très complexes, qui une suite non pas de 1 et de 0, de bits, mais de ATGC, de nucléotides. Quand on a commencé, alors ça a commencé en 1977, on a commencé à comprendre le génome et essayer de le séquencer. Il a fallu plus de 13 ans, donc quand on a lancé le séquençage du génome humain, c'était à la fin des années 80, et il a fallu plus de 13 ans pour arriver à séquencer un génome humain. Ça a coûté plus de 3 milliards de dollars. À l'époque, au début, on arrivait à lire, on faisait des lecteurs d'ADN, des séquenceurs d'ADN, qui séquençaient 300 paires de bases, 300 lettres à l'heure. Aujourd'hui, grâce au progrès, on est arrivé à développer des séquenceurs de deuxième génération qui nous permettent de séquencer plus de 1 million de base pairs par seconde. Aujourd'hui, il y a même des sociétés qui développent des séquenceurs de poche qui sont sur le marché, comme cette société en Angleterre qui s'appelle Oxford Nanopore, qui a développé un séquenceur qui tient dans la main et qui est en train de sortir pour l'année prochaine un séquenceur que l'on pourra plugger sur son iPhone. Donc le séquençage de l'ADN est en train vraiment de se démocratiser, à tel point que, par exemple, aux US, dans 5 ou 6 hôpitaux, tous les enfants qui naissent sont séquencés de A à Z sans qu'on leur pose la question. Mais la vraie révolution, pour aller plus loin que simplement le séquençage de l'ADN, c'est la possibilité de programmer, d'écrire le génome. Alors, l'écriture du génome, l'écriture de l'ADN, c'est un peu comme aujourd'hui, comme quand on imprime des documents Word. On a des outils, des machines qui, alors à l'époque, étaient assez grosses. Là, vous voyez la grosse machine en haut avec les 4 petits tubes pour ATGC qui les mettaient les uns après les autres et ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, on arrive à imprimer de l'ADN grâce à des puces microfluidiques en bas, à des coûts minimes, c'est-à-dire à près de 0,1 cents la paire de base. Ça permet aujourd'hui d'écrire des génomes entiers. Ça a été fait par Craig Venter il y a 3 ans maintenant. Et Microsoft vient d'acheter très récemment, il y a quelques mois, plus de 100 millions de paires de bases pour utiliser l'ADN comme un moyen de stockage de l'information. Alors, nous, avec mon associé David Bicard, qui était alors à l'époque à la Rockefeller University, et moi-même, quand j'étais au MIT, on a décidé d'utiliser ces technologies de séquençage de l'ADN, de synthèse de l'ADN, pour créer des robots biologiques. Alors, on a utilisé de l'ADN qu'on synthétise. On a mélangé ça avec des protéines. Alors, les protéines, ça va nous servir d'enveloppe. Ça remplace un peu l'utilisation des pièces mécaniques du robot. Et puis, on incube à 37 degrés. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va le réduire comme ça pour l'instant. On incube cet ADN, ces protéines à 37 degrés pendant un petit moment.
et on arrive à créer en fait un robot, un petit robot biologique donc, qui tient là-dedans. Là, il y en a des trillions, des trilliards, je ne sais pas comment on dit, des petits robots biologiques qui sont à l'échelle du nanomètre et qu'on a appelé Eligo. Alors pourquoi on a développé ces petits robots biologiques? Donc là, vous voyez, ça représente avec la capsule composée de protéines avec des brins d'ADN qui sont notre ADN synthétique packagés dans cette capsule. Pourquoi on a créé ces robots biologiques? On a créé ces robots biologiques pour répondre à une problématique qui touche au microbiome. Qui dans la salle sait ce que c'est que le microbiome? Très peu de gens, quelques-uns. Le microbiome, pourtant, c'est un organe que vous possédez tous, qui pèse à peu près 1-2 kg, ça dépend de la taille de l'intestin des personnes. Et c'est un organe qui est présent, qui est composé de plus de 10 trilliards de cellules. Ces cellules, ce sont des bactéries, des microbes, qui sont essentiels à votre santé et qui sont présents sur votre peau, dans vos poumons, dans votre intestin. Ce microbiome, il est essentiel à votre santé parce que ces bactéries vous protègent des mauvaises bactéries, vous permettent de digérer les aliments de bien meilleure façon, vous permet de sécréter, elles sécrètent elles-mêmes des molécules qui réagissent avec votre cerveau pour que vous soyez de bonne humeur. Ce microbiome, on est en train de se rendre compte qu'il est extrêmement important. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a une dysbiose, qu'on appelle un déséquilibre du microbiome, et qui en principe, il peut y avoir des bactéries pathogènes, des mauvaises bactéries, qui viennent déséquilibrer votre microbiome, créer des infections, les seuls outils qu'on a pour lutter contre ça, ce sont les antibiotiques. Et les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que les antibiotiques, en fait, ce sont des armes de destruction massive. Les antibiotiques sont des petites molécules qui viennent se mettre dans les rouages de fonctionnement d'une bactérie, l'empêcher de bien fonctionner, et du coup de tuer la bactérie. Mais ça tue à la fois les mauvaises bactéries, les pathogènes, mais aussi toutes les bonnes bactéries, tout ce microbiome. Et à force d'exercer une pression de sélection aussi importante qu'une bombe nucléaire dans un écosystème complexe, eh bien, tout simplement, on favorise la montée de la résistance aux antibiotiques, qui est aujourd'hui un énorme problème. Ça fait la une des grands journaux mondiaux, pas que scientifiques, mais aussi grand public économique, puisque c'est un problème de société, un problème économique. Aujourd'hui, on est à l'aube d'un danger incroyable pour l'humanité, c'est-à-dire qu'on va bientôt plus pouvoir soigner les gens qui vont être infectés par des bactéries, puisque ces bactéries seront résistantes aux antibiotiques. Aujourd'hui, dans le monde, il faut se rendre compte qu'il y a 2 milliards de porteurs sains de bactéries résistantes aux antibiotiques dans la salle. Ça veut dire qu'il y a à peu près un tiers de la salle qui a dans son corps une bactérie résistante à un antibiotique. Alors, ce n'est pas très grave, elle ne vous embête pas, mais le jour où vous allez à l'hôpital, vous avez une infection et que c'est cette bactérie-là qui vous infecte, eh bien là, ce sera un peu le problème. À tel point qu'en 2050, l'Organisation mondiale de la santé a prédit qu'en 2050, les infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques seront la première cause de mortalité dans le monde. Plus de 10 millions de morts par an, plus que le cancer, plus que le sida, plus que tout. Donc il faut faire quelque chose. Et c'est là que Eligo intervient. Eligo, c'est pas un antibiotique, c'est un éligobiotique. Eligo du latin veut dire sélectionner, choisir. Eligo est un antibiotique intelligent, un antibiotique, un petit robot biologique qui va pouvoir tuer les bactéries de façon extrêmement précise, tuer seulement les mauvaises bactéries, tout en laissant le reste du microbiome complètement intact. Alors Eligo, encore une fois, il n'est pas sorti de nos têtes comme ça, on s'est inspiré de la nature. Pour créer Eligo, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ce qui avait évolué pendant des millions d'années par la nature, des prédateurs des bactéries. Les prédateurs des bactéries, ils sont ici en bleu, ce sont ce qu'on appelle des bactériophages. Ce sont des parasites qui injectent leur ADN dans les bactéries, ici en jaune, et comme des virus chez les humains, vont dans la bactérie détourner le fonctionnement de la cellule pour créer plein de nouveaux petits parasites, ensuite faire exploser la cellule. On s'est intéressé, on s'est inspiré de ces bactériophages, sauf qu'à la place d'utiliser des bactériophages naturels qui injectent leur propre ADN, un virus réplicatif, on en a fait quelque chose de totalement inoffensif pour les bactéries, pour la plupart des bactéries, sauf celles qu'on vise, parce qu'on est arrivé à développer une technologie qui nous permet de retirer le génome naturel de ces phages, de ces virus, de ces parasites, et à la place d'y packager un outil complètement synthétique qu'on appelle CRISPR, une nouvelle technologie qui a un nom, qui a un acronyme à coucher dehors, mais qui est en train de révolutionner la biologie moléculaire aujourd'hui. Pourquoi?
Donc je vous ai dit qu'on pouvait séquencer de l'ADN, on pouvait l'écrire. Mais si jamais on veut modifier à droite à gauche, on veut couper de façon extrêmement précise, facile, rapide de l'ADN, bien aujourd'hui ça coûtait extrêmement cher de designer des protéines pour aller couper des séquences bien précises. Aujourd'hui, on utilise cette protéine, la protéine Cas, qui a été découverte pas 3 ans notamment par une Française, Emmanuelle Charpentier. Une protéine qui peut être guidée de façon extrêmement facile vers n'importe quelle séquence d'ADN. Il suffit de lui rajouter de l'ARN, une autre molécule, mais qui est facilement synthétisable aussi, et à chaque fois que ces molécules guides s'accrochent, s'apparient à la séquence qu'on veut découper, la protéine Cas, qui agit comme un petit ciseau, va découvrir cet appariement et découper l'ADN. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans 80% des laboratoires de biologie moléculaire, alors que ça fait 3 ans qu'elle a été découverte. Plus de 1500 publications ont déjà été publiées, et ça ne coûte rien. Alors pourquoi nous, on utilise cette technologie ? Eh bien, tout simplement parce qu'en mettant ces petits ciseaux qui découpent de l'ADN dans des vecteurs qui nous permettent d'injecter cet ADN dans les bactéries, dans notre microbiome, on peut arriver à programmer ces petits ciseaux pour découper des séquences d'ADN, des gènes qui codent pour ce qui rend la bactérie pathogène, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques ou des gènes de virulence. Alors là, j'ai mis les 2 cas où, comme dans le microbiome, on a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Quand nos hélicobiotiques vont injecter ces petits ciseaux, et qu'on ne les guide pas vers une séquence, qu'il n'y a pas de séquence dans le génome de la bactérie qui code pour quelque chose de mauvais, eh bien, la bactérie reste complètement intacte. Par contre, quand c'est une bactérie pathogène qui est visée, et que dans son génome est présent une séquence d'intérêt, une séquence d'un gène de résistance à un antibiotique ou de virulence, ces petits ciseaux vont les découper. En découpant le génome d'une bactérie, la bactérie ne peut pas réparer son génome, ça crée un bug dans son code, la bactérie meurt de façon extrêmement efficace, extrêmement rapide, et donc on arrive comme ça, aujourd'hui, à pouvoir tuer de façon extrêmement sélective uniquement les mauvaises bactéries basées en fonction de leur génome. C'est la spécificité ultime, il ne peut pas y en avoir de plus précise. Alors aujourd'hui, Eligo, on a montré que ça marchait sur la peau de la souris. On a publié dans 2 articles de Nature en 2014. On a créé une société par la suite qui s'appelle Eligo Bioscience. Et aujourd'hui, on est en train de montrer que ça marche dans l'intestin de la souris. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met ces petits hélicobiotiques dans des capsules, dans des petites capsules, des petits médicaments. Alors là, c'est un homme, mais on va imaginer que c'est un homme, mais aujourd'hui, on travaille sur la souris. La souris, elle est colonisée, comme l'homme, nous, par des bactéries pathogènes, des bactéries non pathogènes. On délivre cette petite capsule qui, elle-même, arrivée dans l'intestin, va délivrer les hélicobiotiques qui vont s'accrocher et injecter leur ADN sur les bonnes bactéries, sur les mauvaises bactéries. Et en fonction de la programmation de ces hélicobiotiques, on arrive à tuer uniquement les mauvaises. En tuant uniquement les mauvaises, ça fait un deuxième effet qui se coule plutôt cool, c'est que ça permet aux bonnes bactéries d'occuper la niche qui était auparavant occupée par les méchantes bactéries, et du coup de protéger l'écosystème. Alors aujourd'hui, on travaille sur la résistance aux antibiotiques pour décoloniser justement les patients qui sont porteurs de bactéries résistantes, multirésistantes aux antibiotiques. Mais les marchés sont beaucoup plus vastes parce qu'aujourd'hui, le microbiome et les déséquilibres du microbiome sont liés à des maladies extrêmement importantes qui touchent notamment à l'immunité, comme le diabète, le cancer, l'obésité, énormément de maladies. Et on travaille typiquement sur le développement d'autres projets comme la décolonisation spécifique de bactéries qui sont inflammatoires, certaines souches présent dans l'intestin, notamment la maladie de Crohn, qui touche des millions de patients dans le monde. L'acné aussi, l'acné qui a un gros problème chez beaucoup de jeunes. L'acné est causé en grande partie par la présence de certaines bactéries, on est en train de le découvrir, qui créent de l'inflammation. Et puis pour finir sur une note un peu plus gaie, sur les odeurs corporelles, on discute avec des entreprises cosmétiques et des sociétés cosmétiques, parce que oui, si l'on sent assez fort parfois, c'est parce qu'on a des bactéries sous les bras et autre part, qui dégradent les composés non odorants que l'on sécrète et les transforme en composés odorants. Alors Eligo, ça a commencé il y a 2 ans, on a levé quelques millions d'euros l'été dernier. Aujourd'hui, on a une équipe à l'Institut Pasteur extrêmement internationale, interdisciplinaire, avec plein de jeunes, quelques seniors qui nous apportent le background qu'il faut pour pousser un médicament sur le marché, parce qu'il faut lever des centaines de millions d'euros et ça prend 10-12 ans avant d'être commercialisé. Mais aujourd'hui, plus loin que Eligo, ces petits robots que nous, on développe, la biologie vit une véritable révolution. Timothée disait que le XXIe siècle, pour la construction, c'était le bois, c'était le siècle du bois. Aujourd'hui, le XXIe siècle, moi je suis persuadé que le bois fait partie de la biologie, mais que l'économie du XXIe siècle va être l'économie de la bioéconomie basée sur le vivant. Aujourd'hui, on est au tout début. On arrive à non plus programmer des machines mécaniques avec des codes informatiques. On arrive aujourd'hui à reprogrammer et à programmer le vivant, que ça ait des bactéries, aux virus et même maintenant aux cellules humaines.
Donc nous allons vivre un siècle fantastique de la bioengineering. Merci.